Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Adobe avec eMarketing.fr. Aujourd'hui, on va parler de e-commerce. Pour ce numéro, les tendances technologiques pour offrir des expériences d'achat fluides et sur mesure. Ça intéresse tout le monde. On va parler B2B et B2C avec donc l'expérience Adobe e-commerce. Récemment, il y avait l'Adobe Summit à Las Vegas où ont été annoncées deux nouveautés en fait pour Adobe e-commerce. Adobe Commerce as a Cloud Service et Adobe Commerce Optimizer. On va avoir l'occasion pendant les minutes qui viennent évidemment de détailler tout ça, toutes ces nouveautés qui ont plusieurs objectifs évidemment, améliorer l'expérience client, doper les taux de conversion et le panier moyen, ouvrir les marchés internationaux et puis gérer les coûts opérationnels. Bref, tout ce dont on peut avoir besoin lorsqu'on est un professionnel ou même quelqu'un qui fait ça à titre personnel. Et pour en parler, Régis Quintin est avec nous. Bonjour Régis Quintin. Bonjour Bertrand. Vous êtes Head of Adobe Commerce, c'est-à-dire celui qui est en charge de Adobe Commerce pour la région EMEA, en fait. Donc ça veut dire Europe, Moyen-Orient Middle East Africa. Et Middle East Africa, pour le coup. Quelle est l'histoire d'Adobe Commerce, en fait, depuis l'acquisition en 2018 par Magento? Parce que c'est la suite, d'une certaine façon, de Magento, avec plein de nouveautés depuis. Quel est le credo, quelle est la philosophie d'Adobe Commerce? Effectivement, c'est la suite d'une histoire. Je parle souvent c'est une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air. Adobe a historiquement depuis 15 ans ouvert le segment du Customer Experience Management et en 2018, dans cette stratégie, a racheté Magento, solution de e-commerce très connue et bien installée pour du B2C, du B2B. Sur les 7-8 dernières années dernières, nous avons énormément investi pour permettre à cette solution d'évoluer, de répondre à des besoins des grandes entreprises auxquelles on s'adresse, qui ont des besoins de régionalisation, d'extension, des besoins complexes de B2B avec d'énormes catalogues, etc. Donc, il y avait besoin de plus de robustesse, de plus de capacité, et c'est ce qu'on a mis en place. Et puis, c'est une solution qu'on a totalement transformée en y apportant au fur et à mesure du temps des nouvelles fonctionnalités et façons d'implémenter. On parle de composabilité pour que chacun puisse créer sa propre plateforme jusqu'à atteindre ce dernier jalon qu'on a annoncé là au Summit. Et donc, la solution est totalement transformée, totalement cloud native avec une architecture moderne pour équiper les grands comptes et très grands comptes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Adobe Commerce fait partie d'une suite plus générale qui s'appelle Experience Cloud, qui n'est pas dédiée qu'au seul e-commerce. Et ça fait vraiment la différence avec toutes les autres plateformes e-commerce. Alors complètement, ça nous distingue parce que en fait, le grand enjeu aujourd'hui, finalement, quand on est une entreprise et qu'on veut digitaliser ses ventes, c'est comment on fait pour exister face à toutes ces plateformes qui aujourd'hui captent la croissance, les Amazon, les Temu, les Shein pour du B2C, les Alibaba et autres pour du B2B. Et finalement, comment conserver ces marges et gérer l'expérience de ses clients sur ces points de contact, gérer ensuite la fidélisation, le réachat, etc. Et donc ça, c'est un vrai gros enjeu. Donc il faut que le e-commerce aille au-delà d'une solution transactionnelle où on va simplement acheter un produit, parce que ça, on peut le faire sur Amazon ou autre, mais vraiment d'être capable de connaître le client. Donc depuis l'acquisition du client, comment j'acquiers les bons clients au bon prix, comment ensuite je vais les convertir, toute cette phase d'achat évidemment, et puis la phase de post-achat, la fidélisation, le fait de les réengager dans un processus qui va permettre justement on parle de long time value pour le customer, comment j'optimise cette long time value et comment je réinjecte de la marge dans tout ce que je fais. Régis, l'IA est en train de tout changer en ce moment. Alors évidemment, c'est pour le renforcement de l'expérience client, mais de l'autre côté aussi, pour les e-commerçants, le pilotage est vraiment amélioré par l'IA. Ça change tout en fait maintenant là. C'est un sujet qui fait accélérer les choses énormément, et le fait qu'Adobe ait créé finalement très tôt cette plateforme avec des applications qui vont partager des mêmes contenus, des mêmes contenus créatifs, des mêmes données de prospects clients et des mêmes orchestrations de parcours client en fait, est super clé en fait pour justement permettre à ces IA de puiser dans ce qu'on appelle la single source of truth quelque part, et de pouvoir construire des fonctionnalités qui vont aider les merchandisers, les marketeurs à créer, orchestrer ces parcours. D'ailleurs, on
parle d'un changement d'air pour Adobe. On a ouvert le Customer Experience Management, qui est donc un marché en soi désormais, et on ouvre aujourd'hui, avec ce summit, il y a 10 jours, ce qu'on appelle le Customer Experience Orchestration, puisqu'on va être beaucoup plus proactif, notamment grâce à l'IA, pour orchestrer ces parcours. Alors justement, à propos d'orchestration, il y a une plateforme d'orchestration d'agents IA. Ça, c'est le nouveau truc dont tout le monde parle aujourd'hui, des agents IA avec chacun, évidemment, une fonction bien définie. Oui, tout à fait. En fait, on a d'abord apporté l'IA dans les applications à travers des use cases bien définis chacun, et on continue de le faire. Mais on avait besoin de pouvoir fournir des agents IA qui soient beaucoup plus autonomes et transverses des différentes applications, et qui vont du coup pouvoir aider au sein de l'entreprise différents rôles et métiers dans leurs fonctions pour améliorer et orchestrer ce parcours. Ils sont plus autonomes, plus proactifs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme d'orchestration qui peut être étendue. Donc, nos partenaires technologiques vont pouvoir aussi y apporter de la valeur et étendre les 10 agents qu'on a déjà sortis aujourd'hui. Les agents, c'est des assistants avec plus d'autonomie d'une certaine façon en matière Exactement. d'IA. Et il y en a déjà un qui est intégré à Adobe Commerce et qui est déjà disponible pour optimiser les points de contact web et mobile. Il y a une particularité propre à Adobe Commerce, c'est que vous adressez aussi bien des besoins en B2B qu'en B2C. C'est assez peu courant, ça. Alors effectivement, c'est une force de la solution depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'on a renforcé, nous, dans le temps, Adobe, parce que finalement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des besoins qui sont multiples. On voit bien qu'on a besoin d'aller chercher des relais de croissance ou d'ouvrir des nouveaux segments, des nouveaux business. Et le fait qu'on ait des capacités natives aussi bien en B2C, B2B, sur des modèles marketplace, des modèles de souscription, est extrêmement important pour nos clients. Aujourd'hui, 40% de notre base installée a au moins 2 business models sur une même plateforme. Et je pense que c'est un pourcentage qui va augmenter. On va entrer dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, vous étiez à Las Vegas sur la scène, vous avez fait une keynote sur le thème « Les consommateurs n'achètent pas des produits, ils achètent des expériences ». Alors là, bravo pour le titre, c'est fort. Et ça donnait le ton un petit peu de tout ça. Et vous avez parlé notamment des nouveautés d'Adobe Commerce, donc Adobe Commerce as a Cloud Service et Adobe Commerce Optimizer. D'abord, à qui ils s'adressent? Quels sont leurs points communs? Quelles sont leurs différences? Alors, notre solution ayant évolué et étant désormais une solution cloud native composable, on a créé finalement 2 versions d'Adobe Commerce, de package. Un package pour les entreprises qui ont besoin de replatformer parce que leur solution actuelle, alors soit inexistante, et c'est un premier équipement, la plupart du temps, ils ont déjà quelque chose, mais qui est arrivé à bout de souffle et qui doit être changé. Et auquel cas, c'est Adobe Commerce as a Cloud Service. Et aussi, on voulait apporter une réponse à ces entreprises qui ont une solution en place, qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas replatformer, mais pour autant veulent reprendre réellement la main sur leur expérience client et améliorer leur taux de conversion et optimiser leurs revenus. Il y a 4 composants principaux en fait qui sont valables sur les 2 nouveautés. Les 4 composants, on va un peu les détailler parce que là, c'est vraiment les nouveautés qui ont été annoncées à Las Vegas. Il y a d'abord Adobe Developer, en fait, c'est pour les intégrateurs, pour les devs, qui n'ont plus finalement à développer au cœur de la solution. C'est ça. Hein. Oui, en fait, on fournit un set de capacités permettant à un développeur très facilement, avec des langages standards et ouverts, de pouvoir étendre la plateforme plutôt que de la customiser. La customiser crée finalement à un moment donné une dette technique qui rendait complexe les futurs upgrades, etc. C'est quelque chose qui est totalement du passé aujourd'hui avec ces architectures-là, qui sont orientées microservices sur lesquels on va découpler en fait en petits composants un certain nombre de complexités et qui vont nous permettre d'avoir des éléments qui sont toujours à jour. Et puis beaucoup plus élastique. On va profiter de l'élasticité du cloud en fait pour tenir la charge sur des gros trafics, par exemple. Donc sur Adobe Developer, on peut avoir les facilités de la simplification de mise à jour, plus facile de mettre en place des nouvelles fonctionnalités en fait, la gestion de pics de charge, il y a plein de choses, la dimension de déploiement géographique est aussi améliorée. Vous avez mis le paquet là. Complètement. Et puis on fournit ce qu'on appelle des starter kits qui permettent aux développeurs d'aller beaucoup plus vite sur un certain nombre de choses et de ne pas réinventer la roue. Et puis on travaille même en arrière-plan, on en parle peu pour l'instant, mais pour injecter aussi de l'IA pour aider les développeurs à aller plus vite sur des choses qui sont moins à valeur pour eux.
et pour permettre de délivrer plus vite. Le deuxième composant dont on va parler, c'est Merchandising Services. Ça correspond à quoi, ça ? Alors ça, c'est trois applications qui fonctionnent ensemble. Un catalogue, un moteur de recherche intelligent et puis un moteur de recommandation. L'idée de ces trois solutions, alors c'est des solutions qui ont déjà 2 ans et demi, qui sont déjà éprouvées, mais qu'on a fait encore évoluer, on va encore un peu plus loin. Et l'intérêt de ces solutions, c'est vraiment de gérer le parcours, le moment le plus important du parcours de client finalement, depuis ce qu'on appelle le discovery, en fait, c'est la découverte des produits, la navigation dans le catalogue, la recherche, la recommandation, tout ce qui arrive avant le clic sur le panier, dans lequel on va pouvoir personnaliser l'expérience. On va pouvoir aussi optimiser les taux de conversion en utilisant justement de l'IA pour comprendre le parcours et reconnaître finalement ce qui va fonctionner ou ce qui va moins fonctionner. Ça, c'est avec des algos paramétrables, en fait. Exactement. Et alors, on laisse toujours la main, et ça, c'est très important, on laisse toujours la main au merchandiser de choisir les algos qu'il veut mettre en place et même éventuellement par produit, d'enterrer des produits ou de faire ressortir des produits parce que peut-être il y a une question de promotion, de saisonnalité. Voilà. Donc, il y a un vrai travail aussi du merchandiser qui peut être mis en place. Donc, on conjugue l'homme et la machine pour faire en sorte de créer cette expérience. Mais qu'est-ce qui se passe si un commerçant a déjà un moteur de recherche qui, pour le coup, est concurrent et qu'il veut conserver ? C'est composable. C'est composable ? Oui. Donc, il peut utiliser son moteur. On a des partenaires qui ont des très bons moteurs, souvent qu'on appelle le merchandising. Donc, on fournit le nôtre. Mais quelqu'un qui veut utiliser le sien peut utiliser le sien sans aucun problème. Troisième composant dont on parle et qui a été annoncé donc à Las Vegas, c'est Product Visuals. Là, on est dans le DAM, en fait, le Digital Asset Management. Vraiment. Ouais. Donc ça, c'est nouveau, c'est très intéressant. On fournit un DAM avec la solution Adobe Commerce. Donc c'est un DAM avec des premières fonctionnalités pour démarrer. Et puis, si on le souhaite, on peut acheter notre DAM, donc là le best-of du marché, AEM Assets, qui va du coup être intégré par défaut à la place de ce DAM au sein de la solution. Donc voilà, ça fait un choix à 2 vitesses qui est intéressant. Mais alors surtout, et c'est ça qui est important finalement, c'est tout le parcours, les business cases qu'on a mis en place qui vont permettre à un merchandiser, sans changer d'interface, de pouvoir rechercher un asset, donc une image, une vidéo, de pouvoir le modifier grâce à de la Gen AI, de la Generative AI. Donc derrière, en fait, c'est Firefly et Adobe Express qui sont intégrés à nos produits. Et on va pouvoir changer le background, y ajouter des textes, des visuels, etc., sans avoir besoin de Photoshop ou d'autres solutions de ce type-là. Et puis ensuite, le mettre en ligne automatiquement. Alors, il y a du gain de temps, mais il y a aussi des apports créatifs. Et ça, c'est un petit peu l'ADN des solutions d'Adobe de façon générale. C'est d'avoir cette notion de créativité. En fait, ça fait partie de l'ADN de la boîte. Tout le monde a un petit côté créatif, etc. Mais tout le monde ne sait pas se servir des outils. Puis il y a des fois où on a besoin d'être aussi un peu inspiré. Et c'est aussi ce qu'apporte l'AI, parce qu'on va pouvoir finalement prompter ce qu'on veut, tester, faire des essais et voir ce qui fonctionne le mieux. Et alors surtout, quand on met ça en place, on a des indicateurs qui nous permettent de suivre la performance finalement de ces assets pour corriger le tir, parce qu'on peut être créatif, mais on peut aussi tomber à côté de la plaque. Il faut monitorer, en fait. Voilà. Exactement. Et puis, il y a toute la dimension de test and learn. Vous avez évolué ça. Et il y a Commerce Storefront également. Alors, vous aimez bien dire que cette quatrième brique, ce quatrième composant Storefront est extrêmement performant. Là, il faut nous vendre un peu l'histoire et nous dire pourquoi. Alors, on ne le prend pas que parce qu'il est performant. Je vais donner d'autres éléments, mais effectivement, en fait, il est né d'un constat qui est que finalement, il y a une métrique qui s'appelle le Google Lighthouse Score, qui est reconnu par tout le monde et qui sert aussi dans les rankings SEO de résultats de recherche. Et on se rend compte que donc c'est un score qui est sur 100. La moyenne des sites e-commerce est entre 30 et 40, ce qui est extrêmement médiocre. Mais et quand on part de là et qu'on cherche avec des experts à optimiser ce score-là, c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps et on ne va jamais très loin et on ne va pas monter beaucoup, au-delà de 60-70, grand maximum. Là, l'idée, c'est qu'on a créé une nouvelle technologie, en fait, qui se base sur des fondamentaux du web, tout simplement. On revient un peu aux bases et qui va permettre de démarrer avec un score de 100, mais réellement. Du coup, on démarre avec ça. Évidemment, on customise ce front-end
avec son look and feel, avec ses besoins fonctionnels. Voilà, on va ajouter un certain nombre de choses, les stocks du produit dans le magasin le plus proche, ça peut être ce genre de choses, n'importe quoi. Et on va pouvoir monitorer au fil de l'implémentation quel est ce score. Aujourd'hui, sur tous les clients qu'on a sortis, puisque ça fait 1 an on était en mode VIP programme l'année dernière, donc on a pas mal de clients qui ont déjà sorti leur dispositif. On est entre 90 et 100 en fonction des pages. Le résultat, c'est non seulement une expérience client qui est assez fantastique. Franchement, on navigue, ça va très vite. On clique, la page est déjà là. Du coup, ça invite à la navigation, à la sérendipité. Donc, ça a un impact sur le taux de conversion et le panier moyen. Ça a aussi un impact sur le trafic naturel on a mesuré le trafic naturel non brandé, c'est-à-dire dans lequel on n'a pas la marque qui a été tapée dans le moteur de recherche. On a des augmentations de x2 à x5 selon les clients. Quand on calcule l'économie en termes de SEA, d'advertising... Oui, parce qu'on fait moins de pub pour le coup. C'est assez conséquent. Donc, voilà, c'est un gain pour le business. C'est une vraie économie aussi. Voilà. Il y a un autre argument, en fait, pour ce front-end, puisque donc, là, on parle de deadless. Donc, c'est un front qui vient se mettre au-dessus de la solution. Si on veut mettre son propre front, on peut aussi, d'ailleurs. Hein. Tout ça, c'est composable. Et donc, ce front-end, alors, il est agnostique en termes de technologie. On peut donc lui apporter d'autres briques et d'autres technologies dedans. Il est lui aussi composable quelque part. Et surtout, il est très agile pour les merchandisers, les gens qui vont travailler le contenu. Et ils vont pouvoir très facilement en fait, créer des variations de contenu dans le dispositif. Et même pour ces variations, ils ont accès à un prompt pour prompter l'IA qui va générer des variations, faire des propositions de texte, d'images qu'on va pouvoir lancer et monitorer. Alors, soit pour de la personnalisation, et donc d'affecter du trafic à certaines variations, soit pour du test A/B, en dirigeant des flux de trafic et en testant les choses. Voilà. Et donc, tout ça sans solution compliquée derrière de test A/B. Oui, parce que vous avez fait en sorte aussi que les technologies de Storefront soient assez faciles à gérer pour les développeurs front-end aussi. Hein. Complètement, ça accélère les développements. On n'a pas besoin de compétences outre du HTML, CSS, JavaScript assez classique. Et on va très vite. Et surtout, on a un storefront par défaut, B2C et un B2B, qui permet d'avoir une base de départ qui est très basse. L'objectif de tout ça, il est simple, meilleur taux de conversion, meilleur panier moyen, c'est une évidence, qui est la base de ce que recherchent les e-commerçants en fait. Vous avez d'ailleurs des retours chiffrés précis là, de storefront, non ? Oui, complètement. On a, j'en parlais sur le SEO. Voilà, c'est des éléments qui sont importants en termes de vitesse effective aussi. Ce que je disais, des scores entre 90 et 100, donc des améliorations entre x3 et x4 en termes de vitesse, de rapidité. Mais l'expérience ressentie est encore, c'est pas linéaire. Donc voilà. Et puis cette notion de test and learn et de variation est très intéressant. Là, pour le coup, ça dépend de comment, justement, on va bien l'utiliser. Mais c'est tellement facile à mettre en place que finalement, ça se fait assez naturellement dans les équipes. On a parlé des 4 composants qui font, en fait, Adobe Commerce as a Cloud Service. Donc, ces 4 composants nouveaux de ce nouveau service, d'une certaine façon, qui est en SaaS, bien évidemment, comme son nom l'indique. Comment ça se passe pour tous les clients qui ne veulent pas faire cette transition tout de suite vers le SaaS ? Qu'est-ce qu'ils font de leurs outils précédents ? Donc effectivement, du coup, Adobe Commerce as a Cloud Service, ceux qui veulent replatformer, Adobe Commerce Optimizer, ceux qui veulent mettre cette solution au-dessus de leur e-commerce existant. Et puis, on a tous nos clients qui ont Adobe Commerce Cloud, qui est la version PaaS de la solution. Pour cela, pas de souci, puisque c'est encore une solution qu'on vend, qu'on va continuer de vendre, donc qui est supportée. Ils ont accès aux innovations, puisque les innovations arrivent par les cloud services, par les services qui sont autour de la plateforme. Donc, aucun souci. Et puis, évidemment, il y a un vrai intérêt quand même à moderniser pour eux parce que les gains, les bénéfices sont importants, notamment en termes de TCO, donc de coût global de la solution. Et donc là, on leur offre des chemins de modernisation qu'ils peuvent mettre en place progressivement à leur rythme, en fonction de leurs enjeux business, de leur backlog, de leurs équipes. Voilà. Donc, il y a des chemins et ça va se faire assez bien. Je pense que j'ai vu cette révolution déjà sur notre CMS il y a quelques années. On est en train de l'apporter du coup sur Adobe Commerce et on est sur ce dernier jalon.
et on sait le faire sans créer de rupture en fait pour nos clients. Les 4 composants dont on a parlé, ils sont valables évidemment pour Adobe Commerce Optimizer. En fait, ça fonctionne sur les 2 nouveautés qui sert à replatformer. Vous avez utilisé ce terme-là. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on peut passer au-dessus de n'importe quelle plateforme utilisable et garder finalement ces outils de base? C'est ça, on rencontre des clients qui ont des grosses solutions qui sont imposées par la maison mère, loin, peut-être au Japon par exemple, j'en ai un en tête, et qui doivent utiliser cette solution-là. Les équipes métiers, en fait, s'en sortent pas parce que la conversion n'est pas bonne et que finalement, ils font pas les chiffres qu'on leur demande de faire. On va pouvoir se mettre très facilement au-dessus de cette solution-là. L'intégration est assez simple parce que finalement, on va aspirer le catalogue. Nous-mêmes, donc, on a un catalogue qui est fait exprès pour pouvoir être ensuite déployé par marché, par segment de clients, avec des prix par client. Enfin, toute cette complexité-là est gérée dans la solution. Donc, on aspire le catalogue. On gère ensuite le catalogue et son déploiement sur les différents marchés et clients auxquels on veut s'adresser. Et puis, du coup, on a le moteur de recherche, le moteur de recommandation, le storefront au-dessus dans lequel on construit tout le parcours du client. Et on va ramener le client, en fait, ensuite au panier et au tunnel de commande de la solution existante. Donc, on s'occupe de toute la phase de discovery, finalement, qui est la phase la plus importante. Les landing pages, j'arrive et ensuite, je navigue, je crée mon panier et après, on remet les clés à la solution existante. Donc, l'optimisation, enfin, ou la mise en place finalement d'Optimizer, c'est assez simple. Oui, on parle de quick win, c'est-à-dire que finalement, le coût à mettre en place est relativement réduit. Le temps aussi est assez rapide. Et pour autant, du coup, on va avoir des vrais impacts. Donc, d'ailleurs, nous, on suit des KPI, donc des clés notamment de conversion, de trafic. Voilà, on suit tout ce funnel, en fait, pour voir l'impact avec nos clients. Et une fois que l'implémentation est mise en place, en fait, il y a le lien direct vers Adobe Experience Cloud. En fait, c'est-à-dire que toute la gamme de services d'Experience Cloud est disponible en surcouche d'une certaine façon. Oui, complètement. En fait, avec ces briques-là vient le lien du coup avec le DAM, ce qu'on disait, pour avoir tous ces assets créatifs qui vont nourrir la personnalisation. Parce que personnaliser avec un nombre assets de réduit, ça réduit la personnalisation à ses assets. Donc, la création est hyper importante. Et puis, tout le lien avec la donnée et nos applications de données. On parle de la CDP temps réel. On parle de la solution d'orchestration des parcours clients. Donc, toutes ces solutions-là pourront être nourries et nourriront, du coup, Adobe Commerce Optimizer. Donc, on peut rentrer comme ça, mettre un pied chez Adobe grâce à Adobe Commerce Optimizer. Régis Quintin, on vient de faire le tour des nouveautés en fait annoncées à Las Vegas à l'Adobe Summit autour d'Adobe Commerce. Comment est-ce qu'on fait en fait pour découvrir ça plus facilement, plus directement maintenant? Faut venir à nous. Vous êtes les bienvenus. Alors c'est vrai que Adobe a pas forcément tendance à participer à des grands événements mondains. On est plus à organiser nos propres événements. Donc n'hésitez pas à rentrer un petit peu dans notre sphère parce que du coup vous allez pouvoir découvrir effectivement cet univers et ce qu'on propose. Parler aussi avec nos clients qui utilisent nos solutions et les bénéfices qu'ils en tirent. Et ensuite, toutes les équipes évidemment sont à disposition. Et moi-même, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas sur LinkedIn. Mettez-moi un petit mot d'introduction que je sache de quoi il s'agit. Et je vous répondrai avec plaisir et je vous introduirai aux bonnes personnes. Merci beaucoup, Régis Quintin, d'être venu dans ce podcast. Merci beaucoup, Bertrand.